Donc nous sommes à la cathédrale, nous sommes à la Rodez, devant la cathédrale de Rodez, chef-lieu de l'Aveyron. Et donc dans le café Brussy, c'est ça? D'accord. En compagnie d'une Aveyronnaise, avec les deux astronautes aveyronnaises, qui sont Claire Henrion et Béatrice Crozat, c'est ça? D'accord. Voilà, donc pour la télévision astrologique, nous avons organisé. Voilà, donc je vais interroger Claire Henrion, qui est astronome et astrologue, qui était venue en 2004 à Paris, justement, c'est là qu'on s'est rencontrés, au fameux colloque sur les frontières sur l'astrologie et le monde. Et donc, elle connaît bien la pensée propre à l'école conditionnaliste. Et donc, ayant rencontré justement notre ami Patrice Guinard hier, qui est venu nous saluer, puisqu'il est à Toulouse, il habite Toulouse, il a exposé son numéro d'idées, et ça m'a donné envie de discuter avec vous de ça. Et puis en plus, j'ai discuté aussi avec Gilles Roy. Alors donc finalement, vous seriez peut-être derrière la caméra, ce serait bien, Monsieur Claude. Comme ça, vous vous mettez là. Et donc, au fur et à mesure que les gens parlent, vous orientez la caméra. Oh, non, vous êtes intervenante. Non. Ou alors alors Jean-Louis, oui, d'accord. Jean-Louis fera ça. Voilà. Donc, Gilles Roy est tout à fait passionné par le Sori. Il a, voilà. Alors, la thèse de Patrice Guinard, mon vieil ami Patrice Guinard, que je connais depuis 83. Donc ça fait 27 ans dont je me suis occupé quand il était encore très jeune, puisqu'en 83 il avait 25 ans. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est de s'intéresser à la division octogonale par 8. Son dominion, enfin bon, voilà. Donc il veut militer en faveur de la division des maisons en 8. Il nous a exposé cette idée-là, et aussi l'idée qui me paraît que déjà avait développé Dorsan, à savoir de compter les maisons à l'envers. De mettre les maisons 1, 2, 3, 4 en haut, et puis 5, 6, 7, 8 en bas. Donc lui, il considère que c'est la grande révolution attendue de l'astrologie de demain, qu'il faut convertir, que les astrologues améliorent leur système. Alors je crois qu'il utilise aussi les maisons égales, d'après ce que j'ai compris aussi. Donc maisons égales, deuxièmement 8 maisons seulement, troisièmement maisons calculées à partir de l'ascendant, dans l'ordre ascendant, milieu du ciel, et non pas dans l'ordre inverse. Voilà. Alors donc quand on sait qu'il est donc il est passé par l'école conditionnaliste, je crois qu'il est très sceptique sur l'intérêt du Sori notamment, puisque c'est sous ce nom-là qu'on désigne plus ou moins le système des maisons, ou l'approche des maisons de... Mais peut-être pas. L'origine, si je m'abuse, du Sori, c'est que Jean-Pierre Nicolas, en essayant de trouver un système logique justement à l'organisation des maisons, il avait déjà découvert le RET, a inventé ou découvert, que vous voulez, c'est difficile de savoir s'il s'agit d'une invention ou d'une découverte dans le domaine, le Sori, en appliquant, parce que 3 x 4, 12, donc l'origine du Sori, c'est de trouver comment le RET se recale dans les maisons. Donc il y a des maisons du sujet, des maisons de l'objet, des maisons de la relation, des maisons de l'intégration, chacune ayant son R, son E et son T. Oui, alors c'est ça, c'est la coordonnée, c'est articulé sur le RET. Et c'est comme ça qu'il a découvert le Sori, qu'il a élaboré, disons. Il a élaboré, voilà, le mot est beaucoup plus juste. Et puis après il a laissé tomber, il a dit c'est nul. Donc en fait, il n'y a que des gens comme... alors actuellement, on l'a repris avec beaucoup d'intérêt. Actuellement, il a laissé de côté le Sori. Ah, mais il l'a dit depuis longtemps. Non, mais je ne savais pas. Non, mais alors... La façon de qualifier les maisons. Alors la 1, c'est la représentation du sujet. Les maisons du sujet, c'est la 1, la 5, la 9. Représentation du sujet à la 1, existence du sujet à la 5, transcendance du sujet à la 9.
Ensuite, alors là, Mais c'est un peu dommage qu'elle n'écoute pas ce qu'on dit. Parce que si vous n'écoutez pas, vous ne pourrez pas intervenir ou réagir. Ah bah écoutez, non, j'écoute d'une oreille, c'est déjà beaucoup. Ouais. Non, si vous voulez vraiment participer à la discussion, il faut que vous Non, vous non, mais je suiviez. ne peux pas participer. Bon, alors d'accord, c'est parfait. Bon, alors donc, pour l'instant, donc vous-même, vous l'utilisez pas, en fait. ah bah si, moi beaucoup. Ah bon, d'accord. Ah oui, moi carrément. En fait, moi, je trouve que cette répartition est très pertinente dans la sphère locale. C'est-à-dire, la sphère locale, c'est l'horizon, voilà, la sphère dont on est le centre, avec l'horizon et les 4 points cardinaux. Et on va redécouper, notre sphère se découpe naturellement déjà en 4 parties, puisqu'on a nos 4 points cardinaux, dont on retrouve 4 cadrans, mais qui sont là marqués par l'est et par l'ouest, et non pas par l'ascendant-descendant. Donc l'ascendant, le descendant, il peut être plus vers le sud ou plus vers le nord, il n'est pas forcément, il n'y a que 0 degré, 0 balance, qu'il est à l'est, qui marque l'est et l'ouest. Et donc là, on a 4 grands secteurs découpés en 3 aussi chacun. Et moi, je trouve les définitions des maisons élaborées par Jean-Pierre Nicolas à la base du RET et du SORI très pertinentes. Moi, je me sers de ça avec... je crois qu'en fait, chaque astrologue élabore sa palette. Comme le peintre, il élabore sa palette avec un certain nombre de couleurs. Et puis... voilà, Pourquoi sa peinture avec. Est-ce que c'est indispensable qu'il y ait 12 secteurs La logique du 8 est tout à fait logique. Si vous regardez la rose des vents, vous avez vos 4 points cardinaux, puis nord-est, Voilà, nord-sud-ouest, oui. nord-est, nord-est. Vous n'êtes pas tenté par le 8 vous-même J'ai lu un peu, effectivement, ça m'avait bien intéressé. La pointe, c'est-à-dire que soit le milieu des maisons ou des secteurs, là, parce que là, moi je parle plutôt, souvent je vais être amené à faire la distinction entre les secteurs de la sphère locale, Oui. et puis les maisons qui pour moi répondent davantage au processus de contact. Alors Gilles vous en a peut-être parlé, processus de contact d'un individu avec son environnement. Monsieur, on entend. Et donc... Attends, excusez-moi, parce que là, on vous entend en plus au niveau de l'enregistrement. Alors, non seulement vous ne participez pas, mais en plus, vous perturbez l'audition. Excusez-moi. Bon, alors, effectivement, Reprenons, oui, alors Bon, alors, on reprend le 8, là, oui. C'est comme quand on a sa rose des vents, bon, on a nos 4 points cardinaux, et puis à la pointe, on a le sud-est, le nord-est, le nord-ouest et le sud-ouest. Hein, qui marque, oui, donc voilà. c'est justifié. Donc D'ailleurs, c'est tout à fait... alors justement, d'ailleurs, Guinard va plus loin. Il va un peu dans le sens de l'astrologie allemande. C'est-à-dire qu'il y a une théorie des aspects qui s'organise par rapport au système. C'est-à-dire qu'il ne va s'intéresser qu'aux aspects correspondant aux divisions par 2, par 4, par 8 et par 16. C'est-à-dire que la théorie des aspects... il ne va pas prendre les trigones et les sextiles. Voilà, c'est ça. Sauf dans des cas très particuliers dont il nous a parlé, mais qui sont d'une manière générale, et ça, je trouve ça assez cohérent, c'est que si la division est pertinente au niveau des maisons, elle est également pertinente au niveau des aspects. C'est-à-dire que la division par 8 est également par 16. Enfin, le diviseur 2, et me paraît, ce côté-là, je suis tout à fait d'accord, le diviseur par 2, quand on prend un gâteau, un cercle, on peut le diviser en 2, puis en 4, puis en 8, puis en 16. Ah oui, c'est ça. Bon. Et donc les aspects aussi, on peut les diviser aussi de la même façon. Bon. Et il n'y a pas de raison de s'intéresser. On n'a pas les aspects ternaires. Oui, voilà. Alors Nicolas, lui, veut sauvegarder. J'ai bien lu son travail sur les aspects. Il dit qu'effectivement, il y a 2 séries. Il y a les aspects de tension, si on peut dire, peut-être pas le mot qu'il emploie, qui sont des diviseurs par 2, et les aspects, disons, plus harmoniques, c'est peut-être pas non plus son qui sont des diviseurs par 3. On ne déroge pas trop de la tradition. Voilà. Là. Bon. Alors effectivement, d'ailleurs, ça pose le problème de l'ambiguïté de Nicolas, c'est qu'effectivement, quelque part, il essaye quand même de retrouver une certaine pratique astrologique. Non, je veux dire, il essaie de dire, voilà, bon, effectivement, il essaie de montrer que
ce que la tradition dit n'est pas complètement faux. Non, là, heureusement. C'est là, je crois que la démarche conditionnaliste au départ, c'est justement de remettre toutes les cartes sur la table. Voilà, c'est ça. Et on va retrouver, enfin moi c'est quelque chose que je retrouve toujours avec joie, c'est que on retrouve les arcanes de la tradition dans ce qu'elles ont Oui. le plus... voilà, Est-ce qu'il débarrasser a des dit- symboles culturels qui Oui, font que c'est ça. ça crée de la confusion, ça détourne le sens. Mais néanmoins, ça veut dire aussi que pour lui, cette tradition, elle a un fondement, qui est perdu peut-être, mais qui a un fondement. Alors, comment est-ce qu'il explique que cette tradition soit juste au départ? Est-ce qu'il reconstitue est-ce qu'il considère qu'il a reconstitué le raisonnement qu'ont fait les anciens, ou est-ce parce que à partir du moment où il vérifie quelque chose, ça veut dire que ces gens-là, ils étaient dans le vrai quelque part. Et comment est-ce qu'ils étaient dans le vrai? Moi je faisais la réflexion avec mes enfants tout à l'heure que toutes les histoires de la mythologie, Oui. donc les histoires d'Uranos, Gaïa, des titans, Chronos, machin, tout ça, mais ça recoupe de mieux en mieux, ça correspond de mieux en mieux avec les découvertes, les toutes dernières découvertes sur la formation du système solaire, la migration de Saturne et de Jupiter. Oui. Les Alors, gestions donc, d'Uranus donc vous et les Neptune. imaginez, alors vous vous rendez compte quelle connaissance, quelle C'est serait quelque chose connaissance. qui nous- Oui. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est, Oui. c'est une connaissance infuse Oui. que les anciens avaient, qui, Oui. au fur et à mesure la culture s'est développée, ça se crée tellement de complexification qu'on s'en est détaché, mais qu'elle est, au départ, c'est une connaissance infuse du monde qui nous a créés, duquel on est issu. Oui. Qui a été raconté par de nombreux Non, mythes, mais etc. d'accord. Mais je ne sais pas s'il l'a dit de cette façon-là, mais effectivement, c'est ce que je présuppose, qu'il pense qu'effectivement, est-ce qu'il a dit clairement dans ses ouvrages qu'il va vérifier la validité de la tradition? Je sais pas. Il présente ça plutôt comme chose qui est de tabula rasa, et où il va reconstituer l'astrologie. Là, c'est sûr. Lui, il a reconstitué le zodiaque, il a Oui. reconstitué le système solaire. Donc effectivement, pour moi, Et il comme y avait pour... des trucs géniaux. Oui. J'aime bien le redire. Oui. Mais dans les années 80, il nous parlait déjà de la fonction plutonienne, que c'était le pouvoir de la multiplicité, transcendance de la transcendance, et il nous disait, il y a plein de Plutons. Hein, on n'avait pas encore découvert un seul, on a commencé en 92. Ah oui. Et bien c'était vraiment, effectivement, il y a Ah oui, plein de il- Plutons, c'est Ah la oui, il fonction pensait de la qu'il- multiplicité. Ah oui, Ah bravo. oui, il disait effectivement. ça dans les années 80. Ah oui, ça c'est remarquable, en Ouais. effet, oui. Donc il a découvert les plutonides, enfin le concept de Les plutonides. plutoïdes. Moi je crois qu'on dit les plutonides, ou les planètes naines, mais enfin les plutonides, on dit les plutonides. On dit les plutoïdes aussi. Plutoïdes, Enfin peut-être. bon, il y a beaucoup de... Non, il y a plein de... Donc effectivement, de ça lui, classes. ça lui convient très bien que Pluton soit comme ça dans un ensemble d'autres facteurs comparables. Alors, l'autre jour, j'ai discuté justement avec Gilles Roy, et je lui disais que je m'intéressais aux étoiles fixes. Alors lui, il a sauté au plafond quand je lui ai dit que je m'intéressais aux étoiles fixes. Il m'a dit, mais les étoiles fixes, c'est aberrant, parce que on n'a pas le droit de combiner des choses qui ne font pas partie d'un seul et même système. Donc si moi je propose de combiner les planètes et les étoiles, c'est absurde, puisque les étoiles et les planètes n'appartiennent pas à un même ensemble. Voilà, donc effectivement c'est... Non mais ça se défend, selon une certaine logique qui voudrait que... Bon voilà, moi j'ai une autre logique qui est celle que, effectivement, c'est purement conventionnel. C'est-à-dire que ce sont deux ensembles qu'on a mis ensemble, qu'on a mis en rapport. Ensemble des planètes, ensemble un certain nombre d'étoiles fixes, et on les a articulées pour créer une sorte d'horloge, en fin de compte. Voilà. Parce que c'est pas un intérêt important d'avoir des points fixes dans le ciel. Parce que si vous combinez des planètes entre elles, ça crée des processus. Par exemple, Saturne combiné avec Uranus aura un certain cycle, Saturne combiné avec Neptune un autre cycle, Saturne combiné avec Jupiter un autre cycle. On n'aura pas de cycle saturnien proprement dit. On n'aura que des intercycles de Saturne avec d'autres planètes. Ah bah si, on peut avoir quand même le cycle saturnien, le 29 ans. Non mais par rapport à quoi? Oui mais il boucle revient. sa boucle, Oui mais par cycle, rapport à quoi? Mais fait par rapport à 15 quoi? ans. Il conclut sa Par boucle. rapport à lui-même. Par Par rapport rapport à- à un Saturne natal, on va considérer. Oui, par rapport au Saturne 15 ans natal. après, Oui, d'accord. Mais par rapport au 20 ans Saturne. après. Alors là, on est obligé de passer par le thème natal. Voilà. Non, mais si on un ne thème d'origine. s'intéresse pas au thème natal,
quels sont les autres façons de repérer le cycle de Saturne? Ah ben il faut un autre. Il faut soit il faut forcément une autre planète ou un point sidéral, c'est ça, voilà. Un point de repère. Ou alors chez certains, est-ce que je me trompe? Ou alors chez certains, le passage à 0 degré Bélier. Bah aussi, voilà. C'est aussi une autre façon de fonctionner. Il faut choisir un repère. Donc il y a des gens qui vont dire que bon, bah, le point de départ, voilà. Alors le repérage de 0 degré Bélier, c'est quelque chose qui est un peu abstrait. C'est une réalité astronomique. Astronomique, oui, mais pas du même. C'est pas corporel. Bah, oui, c'est ça. C'est le combinatoire Terre-Soleil. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas absurde. Non. C'est dans le cycle, je veux dire, là pour nous c'est référentiel objet, c'est-à-dire l'objet c'est la Terre, hein, la Terre dans le couple, en fait le couple de base c'est toujours solitaire, le Soleil et la Terre, tous nos repères sont donnés par le Soleil et la Terre, l'année, le plan de l'équateur, les équinoxes, l'année, la distance moyenne l'unité de distance astronomique, et le plan de référence, l'écliptique. On prend tout en fonction du plan Terre-Soleil. Oui, alors effectivement là... Tous nos repères de base astronomique, à l'échelle du système solaire, parce qu'après on change de repère, c'est Terre-Soleil. Oui. Alors effectivement, c'est de ce point de vue-là que, par exemple, vous justifiez que l'on puisse se servir de la division en 12 du zodiaque pour baliser les courses de planètes qui n'ont rien à voir avec le cycle solaire et le cycle saisonnier. Parce que, comme disait je crois que c'est Patrice Guinard, dans ce repère, on les oui, c'est ça. On les identifie. Ça sert de matrice quelque part, symbolique. Voilà, matrice, oui, mais en fin de compte, c'est vrai que quand Saturne passe à 0 Bélier, ça n'a rien à voir avec la saison du printemps. Sinon, sur un plan analogique. Je veux dire, à ce moment-là, il va rester beaucoup plus longtemps, c'est évident qu'il va rester beaucoup plus longtemps dans le Bélier que la saison correspondante. Oui, c'est le printemps saturnien, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Donc il y a une analogie, printemps nord, automne sud. Alors justement, c'est ça qui me gêne le plus probablement dans l'astrologie traditionnaliste, c'est cette importance accordée au zodiaque. Alors, historiquement, c'est vrai en plus. C'est le maître, le zodiaque, c'est le maître. Le maître M-E, et TRE. accent grave d'abord, TRE, qui nous permet de prendre la mesure. C'est notre repère de mesure. C'est ça, oui. Hein, et puis, c'est aussi le maître avec un I, de ce Terre-Soleil, c'est bien. Oui, alors notre matrice. Alors, ma chère Claire Henrion, le problème, c'est qu'il y a deux problèmes qui sont liés l'un à l'autre. Il y a d'une part le problème du zodiaque, et puis il y a d'autre part la division en 12. La division en 12 n'est pas liée indissociablement à la question du cycle saisonnier, on est bien d'accord. Ce sont deux problématiques différentes qui sont syncrétisées. C'est-à-dire, on pourrait très bien imaginer une astrologie naturelle en 4, donnée par les solstices et les équinoxes. Oui. Après, sur le 4, oui, il n'y a pas de souci. Après, effectivement, on peut faire des paliers. Si on fait 3 phases, effectivement. Il y a toujours, dans n'importe quel phénomène, il y a toujours le début, le milieu et la fin, quoi. Hein. Oui. Donc c'est ça, les 3 phases, c'est le début, le milieu et la fin. Il peut y avoir la division en 2, la division en 8 permet ça aussi. Parce que la division en 2, le début, la fin. Le début, la fin, et puis au milieu, il y a l'axe sur le milieu n'est plus qu'un axe. Voilà, au lieu d'être une phase. Voilà, exactement. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, entre parenthèses, ça nous a permis d'aborder un autre sujet, puisque nous sommes le lendemain de l'équinoxe de printemps. Yes. Donc j'avais l'intention d'articuler un petit peu nos activités là, de ces 2 jours sur cette question équinoxiale, sur le statut de l'équinoxe, mais plus globalement sur le statut de cette ligne particulière entre 2 pôles. Hein, parce que c'est une ligne médiane. L'équinoxe c'est médian. Et comme vous disiez vous-même tout à fait, de 2 choses l'une, soit on fait un signe du début, un signe du milieu ou un signe de la fin, ou bien on divise tout simplement en 2 le système, et puis le début du système c'est 1, la fin du système c'est 2, et puis au milieu il y a une phase de transition qui fait qui est là. Alors l'importance à la phase de transition, on la prend juste. Voilà. Alors justement, d'ailleurs, ça pose la question de savoir s'il y a 4 saisons ou 2 saisons. Ça dépend. Alors ça,
Après, ça dépend de ce qu'on appelle saison. Il y a 4 saisons astronomiques, mais si on est entre les tropiques, on a 2 saisons climatiques. Non, mais alors que dans les non, mais zones même sur un tempérées, plan on a 4 logique, saisons non, mais même climatiques. sur un plan purement saisonnier, bon, moi j'aime bien comparer le cycle des saisons avec le cycle solilunaire. C'est-à-dire qu'il y a la nouvelle lune, la pleine lune qui correspondrait au solstice en quelque sorte. Oui. Et puis les deux demi-lunes qui correspondraient aux équinoxes, Voilà. puisqu'elles sont en gémellité comme les équinoxes sont en gémellité quelque part. Donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est cohérent. Et effectivement, on ne peut pas mettre sur le même pied les valeurs équinoxiales et les valeurs solsticiales. Puisque les valeurs solsticiales sont des valeurs radicales extrêmes, et les valeurs équinoxiales sont des périodes de transition ou de passage. Ben oui, Voilà. de toute façon, alors, dans le traditionnalisme, on a bien le sens des contraires aux phases égalitaires pour tous les signes autour des équinoxes. Les équinoxes sont marqués par, justement, c'est sensiblement égal en quantité. On va distinguer 2 qualités. Et alors que les tours des solstices, c'est la phase, c'est le sens des ensembles. C'est pour ça que je dis que... Avec un micro-contrepôle qui est vachement important. Mais il y a un grand ensemble et se repose. C'est pour ça que je dis que la notion de saison fait un petit peu problème. Parce que moi je dirais plutôt qu'il y a 2 grandes saisons et qu'il y a des blocages entre ces deux hémisphères. Donc le yang, enfin si on veut, et puis là il y a un âge qui se fait, mais et puis là on arrive au C'est un maximum. nœud, l'équinoxe, c'est un nœud. Voilà, D'ailleurs, le nœud, Gama, on l'appelle aussi. d'ailleurs, le nœud de la Lune, c'est aussi un phénomène équinoxial. À la limite, sur le plan symbolique, Mais bien sûr, c'est à mi-chemin pour Ben, c'est une la croisée. Lune montante ou descendante, je ne sais plus très bien. Enfin, C'est la croisée de Voilà. l'intersection du plan de l'orbite lunaire avec Voilà. l'écliptique. mais c'est aussi un élément, Donc, on a les c'est un phases. moment intermédiaire, je crois, entre ça récemment, je sais plus très bien. Forcément. Voilà, donc Entre sa déclinaison sud et sa déclinaison Voilà, c'est nord, ça. encore entre sa latitude voilà. sud et sa Voilà. latitude Oui, nord. parce Pardon, qu'effectivement, il y a voilà, deux référentiels différents. Oui. Bon. Donc les nœuds, c'est bien une structure de passage, d'intersection. Non, parce que quand les gens parlent des nœuds lunaires aujourd'hui, ils n'ont pas conscience que c'est un phénomène intermédiaire. Ils disent, bon, les nœuds lunaires, ils savent que c'est une intersection, mais ils ne savent pas que c'est intermédiaire entre 2 extrêmes. Oui, mais c'est quand la Lune est, soit elle est en dessous du plan de l'écliptique, C'est bien soit que elle vous est le reprécisiez. au-dessus du Voilà. plan de l'écliptique. C'est bien que vous le disiez. Et quand elle passe au nœud nord, elle passe au-dessus du plan de l'écliptique, et quand elle passe au nœud sud, elle passe en dessous du plan de l'écliptique. Et c'est la position des nœuds sur l'écliptique se décale lentement dans un sens rétrograde sur une période de 18 et quelques années. Oui. Mais alors donc finalement, moi je pense que ce moment de passage entre 2 hémisphères en quelque sorte, sont absolument cruciaux en astrologie. Non, ben, c'est crucial, oui, c'est un moment Ils sont cruciaux et que c'est des moments cruciaux, non seulement en astrologie, mais c'est surtout cruciaux pour l'humanité ou pour l'individu. Puisque c'est un changement de rythme, un changement de phase, un changement d'état, mais c'est encore en même temps un moment qui reste d'indétermination relative. Puisqu'on est entre 2, on est dans un équilibre, on est en train de quitter quelque chose pour quelque chose qu'on ne connaît pas encore très bien, ou dont on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Donc c'est des moments, là on bascule directement, d'ailleurs, je pourrais presque dire dans la consultation astrologique, puisque quand une société ou quand une personne passe par ces moments de transition, elle se pose des questions qu'elle ne va pas se poser de la même manière quand elle est en plein dans un processus qui est d'une évidence totale et radicale. C'est le principe de la question de s'interroger, il est lié à l'équinoxialité en quelque sorte. C'est pour ça que je voulais... C'est une certaine fragilité. On voilà. sent que les équilibres vont basculer. Oui, voilà. Exemple, le match hier, Irlande-Écosse. Les France... Ah ben là, c'était pas, il y avait pas ce, il était parce que le France-Italie, là, sans doute en Lyon, avec Marseille-Lyon, on était sûr que la France allait gagner. Écosse, Irlande-Écosse, c'était ascendant vierge. Donc on sent tout de suite la fragilité, et alors que l'Irlande était donnée comme favorite, l'Écosse a gagné. Et bon, je sais que
J'ai fait mon petit pronostic, j'ai bien vu la fragilité Oui, et oui. vraiment le fait que ça allait, qu'il y avait vraiment la bascule. Mais j'ai quand même pensé que l'Irlande reprenait le dessus, mais d'un quart de poil, que les Écossais allaient leur en donner de la vache enragée, comme on dit. Mais en fait, en plus, pendant le match, le soleil passait à l'équinoxe. Et vraiment, la bascule a été totale. Ce sont finalement les Écossais qui ont gagné. Oui. Bon, Mais alors c'est amusant. finalement, on est donc je pense Mais c'est parce que l'ascendant était en Vierge, parce qu'il y a eu cette fragilité. Les deux autres matchs, l'ascendant était en Lion. Et il y a oui, pas donc eu de problème. j'ai pensé que c'était le moment de ce passage de l'équinoxe de 2010 pour réhabiliter ou réévaluer cette importance de ces moments de passage. Parce que par exemple, alors le problème, effectivement, c'est que si on est d'accord sur le plan théorique pour considérer que dans un cycle, ces moments de passage sont importants, de deux choses l'une. Soit vous dites c'est l'axe bélier-balance qui est important, puisque pour aller dans votre logique à Dans fond. la logique zodiaque, dans le zodiaque, c'est là ce bélier balance. Enfin, Par contre, si on est dans une logique un peu comme les travaux de l'école française sur les cycles, là, ce ne sera pas l'axe bélier-balance qui sera important, mais ça sera le carré de la planète à position de repère qui sera important. Parce que ou si vous préférez en termes de cycle solunaire, ce sera le moment où de la demi-lune montante ou descendante qui sera avec cet axe équinoxial. Et inversement, si on quitte la question du cycle lunaire pour un autre type de cycle, comme par exemple Saturne-Neptune, on aura à ce moment-là, ça sera le carré qui sera cet équinoxe, qui sera ce moment de passage avec cette gémellité, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est en train de monter, mais c'est un passage ambigu, c'est le moment de passage qui ressemble beaucoup au passage inverse, et oui. et qui d'ailleurs se confond parfois. Confond sur le plan du ressenti, on ne sait pas toujours si on est en train de... On sait qu'il va y avoir passage, on ne sait pas très bien... C'est comme sortir de chez soi. Exactement. On ne sait pas toujours. Et c'est à l'astrologue de dire si on passe de 1 à 2 ou de 2 à 1, du yin au yang, ou du yang au yin, ou n'importe quoi. Tout dépend du point de vue. Si on est du point de vue du sujet ou du point de vue de l'objet. Voilà. Donc et comme la problématique quand on veut s'amuser à faire des pronostics pour des matchs, je reviens encore, c'est de savoir quelle équipe mettre à l'ascendant. Ah oui. Hein, c'est... Enfin, je ne vois pas Voilà, très bien... donc c'est qui est dans ce thème, qui est le sujet, qui est l'objet, puisque j'ai deux protagonistes. Oui, Qui je mets à la 1, oui. qui je mets à la 7. Oui. Bon, c'est... Mais oui, alors là, mais je comprends ce que vous voulez dire, parce qu'effectivement, pour jouer sur les mots, effectivement, il y a, dans le langage astrologique, il y a effectivement l'ascendant et le descendant. Donc, effectivement, qui est celui qui va... Oui, c'est ça, on peut dire aussi, vous avez raison. Il faut définir quel est le sujet. Qui est celui qui monte et qui est celui qui donc, descend. Hein. Oui. Et celui qui va de l'été vers l'hiver, celui qui va de l'hiver vers l'été, ce qui va... Oui, mais... Alors, Est-ce que c'est effectivement... du point de vue de Claire sur Jacques ou de Jacques sur Claire? Voilà, c'est ça, oui, qui sait. Mais, donc là, il y a plusieurs questions qui sont... Donc si on est déjà d'accord sur pas mal de choses, parce qu'effectivement, bon, là où il pourrait y avoir un désaccord, c'est d'une part, quels sont les cycles qu'il faut considérer. Moi, je dis pas Parce quels que sont les cycles qu'il faut considérer, je considère tous les cycles. Oui, non, mais je sais. présents, et Mais moi, j'essaie de comprendre à quel référentiel ils appartiennent. Oui, mais d'accord. Parce que pourquoi on éliminait à quel titre? Non, mais d'accord. Mais vous avez raison. Moi, je fais partie de l'école éliminatoire, vous n'éliminez pas. Mais bon, la problématique n'est pas tout à fait la même, mais... Il y a des priorités quand même. Bon, alors il y a quand même des priorités. Donc, qu'est-ce qu'il faut cela dit, donc, quels sont les cycles? Alors, de toute façon, vous avez deux choix. Soit vous considérez qu'il y a un seul cycle, à ce moment-là, il n'y a pas le problème du choix. Le problème du choix est en amont. Soit il y en a plusieurs, mais il faut savoir dans une situation donnée lequel. Et donc, le problème du choix est en aval. À un moment donné, de toute façon, il faudra vous demander quel est le cycle qu'il va falloir utiliser dans la circonstance. Mais quelle est la question voilà. qu'on pose aussi? Donc de toute façon, vous allez avoir aussi à vous poser la question, mais pas au même niveau. Quel est le sujet de notre étude? Voilà. En fait. Donc effectivement, de toute façon, une fois que vous aurez défini le paramètre pertinent, vous allez pouvoir déterminer donc des moments clés dans ce cycle. Et alors la question, c'est de savoir, c'est une question peut-être annexe, mais qui peut être essentielle, qu'est-ce que vous y mettez, quel contenu vous mettez.
si on considère, là on est dans le binaire, si vous voulez, on est dans une discussion binaire. Parce qu'on a dit qu'il y avait la phase 1 et la phase 2, que les deux autres phases étaient des phases de transition, donc on est finalement quelque part dans le binaire. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le binaire? Donc ça nous permet de retrouver la notion de ligne médiane, par exemple, la féminin, etc. Quel contenu mettez-vous dans cette, si on emploie aussi le langage été-hiver, comment vous traduisez en termes psychologiques ces notions binaires de été-hiver, de jour et nuit, ou de tout ça de vrai? Dedans dehors, tout simplement D'accord. aussi, hein, et on va le retrouver non diurne et nocturne Oui. aussi, tout ce qui est au-dessus du plan considéré et en dessous du plan considéré. Enfin, bon, moi je personnellement. Intérieur, extérieur. Oui. Alors moi personnellement, je vais plus Objet, loin. énergie centripète, Voilà. objet et Voilà. énergie, relation D'accord. énergie. Oui, peut-être que dans tout ça, on arrive effectivement à trouver des conjonctions, des combinaisons. Oh oui, c'est qu'une question Oui. de langage. Voilà, j'avais raison de cette manière. Cela dit, je voudrais quand même être un tout petit peu plus précis là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, je proposerais la dialectique de l'individu et du collectif. C'est-à-dire Exemple. une stratégie, une phase où on est surtout, on attend de nous affirmer dans l'individualité, dans la spécificité, et une phase où il s'agit d'appartenir et de se fondre dans le collectif et d'exister à travers le collectif. Et c'est important, effectivement, pour un individu de savoir s'il est dans une phase où il doit chercher à s'affirmer dans sa particularité et se démarquer du collectif, ou s'il doit aller vers le collectif et s'intégrer dans le collectif, ou en tout cas s'adresser au collectif. Il y a des questions essentielles d'ailleurs, ne serait-ce qu'au niveau politique, à tous les niveaux, mais au niveau politique aussi. Alors, il y a d'autres questions qui se posent et que moi je pense que vous n'avez jamais posées dans votre école, c'est, et que ça va peut-être vous scandaliser que je pose même la question, quoique c'est difficile à scandaliser. Ouais. Enfin, je crois qu'à un certain niveau, moi je serais quand même capable de vous scandaliser, mais enfin, vous êtes moins scandalisable que Gilles Roy, ce qui n'est pas derrière une référence, mais je dirais que peut-être que vous allez répondre, que certains d'entre nous sommes plus en affinité avec l'un qu'avec l'autre. C'est-à-dire que notre nature nous permet d'être mieux épanouis dans la phase d'individuation et d'autres personnes où on n'est plus finalement épanouis dans la phase d'intégration. L'intégration, les dialogues. Alors maintenant la question est de savoir d'après quels critères savoir si on est plutôt du type A ou du type B. Ça, c'est la psychologie, on parle de caractère féminin voilà, c'est et ça. masculin. Voilà. Donc on fait une étude préalable, pour voir à qui on a affaire et on doit pouvoir effectivement prendre on peut peut-être beaucoup d'écoles astrologiques le font, je crois, va déterminer si c'est plus le thème donne une couleur plus il y a toujours une proportion de masculin et de féminin, est-ce que c'est lequel est dominant, voilà. Mais de toute façon, on a tous une part de masculin, une part de féminin. Oui, mais alors justement, en disant ça, on n'a pas. Justement, j'ai discuté avec l'autre jour avec une de vos ex-collègues qui s'appelle Béatrice Guénin. Je l'ai interviewée longuement il y a quelques semaines. Elle a également appartenu à cette mouvance. Oui. Alors elle était restée en admiration devant quelque chose qui m'avait paru relativement secondaire, mais qui, en vous écoutant, n'était pas si secondaire. C'est le calcul de la dominante chez les conditionnalistes. Ah oui, mais moi je l'ai reconnu, l'idée est bonne, mais les critères retenus sont... gardé. Oui, et ben l'idée est bonne, parce que moi je l'emploie toujours, mais je veux dire, voilà, nous avec Gilles on a creusé tous les paramètres astronomiques, et là à ce niveau-là, les conditionnalistes, s'il n'y a pas le souris, et qu'on ne détermine pas dans quel référentiel sont valables les critères qu'on considère. Oui. C'est pas la peine. Enfin bon, en relation, on est d'accord. C'est les axes, effectivement, la rapidité des planètes, tout ça, ça peut être des critères de valorisation. Oui. Mais pour ce qui est de déterminer les côtés masculins et féminins, on va se référer au zodiaque, les signes masculins et les signes féminins. C'est F plus F-, conditionnalisme. Et puis les fonctions traditionnelles même des planètes, soleil masculin, la lune féminine. Après, encore qu'il faut changer, il faut se méfier parce que c'est culturel ça. Il y
Il y a des cultures pour lesquelles c'est le soleil qui est féminin et la lune masculine. Exact. Et même que, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, pour savoir si c'est la lune. Malgré tout, je dis soleil féminin et lune masculine. Oui, comme en allemand. Mais on va revenir là-dessus sur la question de est-ce que c'est la nuit qui est masculine, est-ce que c'est le jour qui est féminin ou le contraire. On va revenir là-dessus. Mais avant, je voudrais quand même revenir sur ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire on peut savoir cela en dehors du thème natal. Par rapport à savoir à qui on a affaire. On peut la utiliser d'autres. psychologie, par exemple, elle n'utilise pas l'astrologie. Voilà, donc on pourrait effectivement faire un diagnostic concernant la psyché de la personne qui ne serait pas forcément axé, articulé sur le thème natal. Non, bah, tous les tests qu'il y a dans les revues. Oui, non, mais je veux dire, même en astrologie, on pourrait faire, même les astrologues pourraient le faire. Ils seraient obligés de régler le problème en calculant le nombre de signes masculins ou féminins qui sont occupés par les planètes. Ils peuvent effectivement faire utiliser une batterie de tests et après voir si ça colle avec le thème. Franchement, je préfère. Ou même pas. Vérifier si vous savez, l'astrologie est pertinente ou non. Oui, quoique moi personnellement, je ne sais pas si vous savez, mais pour moi le thème, je ne me sers pas du thème astral. Donc moi je me sers immédiatement du cycle. Donc je m'intéresse à savoir si la personne, d'après des batteries de tests, si vous voulez, est marquée par le cycle ou pas, ou par telle phase du cycle ou pas. Ah oui, je pense que... Ah oui, mais alors ça déjà, le grand reproche que je ferai à Jean-Pierre Nicolas, c'est de ne pas avoir évacué le thème natal. Non, mais je veux dire, c'est le regret. Ah, il n'y a pas de regret pour moi. Ça aurait été une révolution encore plus grande s'il avait pu passer le cap à la fois d'avoir évacué le thème natal et à la fois d'avoir évacué d'ailleurs. Il a travaillé sur les cycles purs, les cycles moyens. Il a beaucoup travaillé sur le thème d'âge et des choses comme ça. Justement, Jean-Pierre, il a vachement... il se réfère pas forcément au thème natal, lui, il se réfère beaucoup Enfin, il n'a pas aux intercycles moyens des planètes. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a aussi le thème horaire, qui est intéressant. Il n'y a pas que le thème natal, il y a le thème d'un moment. Voilà. On va parler, moi, j'en fais pas beaucoup, mais je suis ça avec beaucoup d'intérêt. Alors, je vous écoute, oui. Et sur le thème horaire? Oui, le thème horaire, oui. Non, mais je connais, d'accord, mais je sais ce que c'est. Je voulais savoir si vous aviez des choses à dire à ce sujet. Mais bon, Marin Charek, il est à Montpellier actuellement? À Ganges. À Ganges, c'est où Ganges? C'est au nord de Montpellier, J'ai jamais eu l'honneur de le rencontrer. Je pense qu'il fait rencontrer. toujours son activité sur Montpellier. Tous les mois, il fait un café astro à Montpellier. Vous le voyez de temps en temps? Oui, de temps en temps, mais pas très souvent. Une fois par an, peut-être, on arrive à se mettre. Je trouve ça quelqu'un que moi, parce que je commence vraiment à avoir interviewé un très grand nombre de gens. Donc, il faudrait que je ne manque pas. S'il veut bien, Je crois qu'il est un petit peu. Il a peut-être non, mais je crois qu'il a été un peu énervé par certaines de mes thèses. Oui, mais comme je dis. Enfin, c'est pas une raison pour ne pas être interviewé par moi. En tant qu'intervieweur, je ne force pas les gens à accepter mes idées. En tout cas, pas directement. Mais, bon, revenons à la question, justement. Il y a des circuits analogiques qui se perpétuent. Est-ce qu'ils sont cohérents? Est-ce qu'ils ne sont pas cohérents? Parfois, on peut se poser des questions. Parce que, par exemple, le féminin, pour vous, comme ça, à brûle pour point, le féminin, c'est plutôt lié au... C'est masculin, c'est d'énergie centrifuge. Donc, si on considère parce que vous connaissez un peu la philosophie taoïste, enfin le yin et yang, on les maîtrise un petit peu. Oui. Non, donc, effectivement, la nuit, vous le considérez qu'elle est féminine ou masculine, la nuit? Moi, ça, vous me posez la question brûle pourquoi, je dirais féminine, et le jour masculin. Oui, c'est ça. C'est sûr que dans le jour, avec le jour, les formes, les contours se distinguent. Rien que ça, c'est la fonction solaire qui va délimiter les contours. Et voilà. Tandis que dans la nuit, les choses se confondent et on se replie sur soi. C'est biologiquement, les organismes se replient. Voilà, alors moi, j'aimerais bien moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse, mais j'aimerais bien vous convaincre de convaincre, c'est une façon de parler, c'est pas le jeu. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine de retravailler là-dessus, très sérieusement. Alors je vais vous apporter un certain nombre d'arguments.
en faveur de la thèse inverse. Ah, mais elle est tout à fait plausible, je vais l'écouter. La thèse inverse, c'est que c'est la nuit qui est masculine et le jour qui est féminin. Bon. Alors, Tout dépend du point de vue à la nôtre. oui, justement, le point de vue. Premièrement, je vous rappellerai que dans la astrologie, je dirais chinoise, enfin bon, on passe d'abord du masculin on va d'abord du masculin vers le féminin, on va d'abord du yang vers le yin. Donc il y a de même que par exemple, non mais même et puis d'autre part même dans la procréation, il y a d'abord une initiative masculine. Ah oui, mais ça dépend à quel moment. C'est comme la poule et l'œuf, hein. Parce que du point de vue de l'homme, émettre des spermatozoïdes, c'est féminin. C'est la même chose que de mettre un enfant au monde ou donner son lait. C'est la même fonction, biologiquement, d'après les recherches de Michel Oudens, d'un point de vue hormonal. C'est la même chose qui agit. Donc, chez l'homme, l'émission des spermatozoïdes, comme le fait de mettre l'enfant au monde et de voir le lait qui sort. Prenons un cas plus simple. Prenons par exemple un arbre. Je sais pas si vous avez des arbres chez vous? Oui. Alors, un arbre. Alors, il y a le tronc de l'arbre et il y a les feuillages. Ah oui. Alors, vous savez que c'est... On va revenir à une chose, je sais que c'est très basique, mais c'est pour qu'on aille un peu plus loin. Alors, le tronc de l'arbre, à un moment donné, va se couvrir au printemps d'une façon de feuillages qui vont plus ou moins enrober le tronc, et puis à l'automne, le tronc va réapparaître, puisque les feuilles vont tomber. Donc, alors, est-ce qu'on est d'accord pour considérer que le tronc précède les feuillages? C'est qu'il faut les racines aussi. Oui. Il y a tout. Alors pour moi, ça se retrouve. On a justement le dessus et le dessous. Donc au départ, on a une graine qui tombe sur le sol et qui germe. Le germe, il va se développer vers le dessous et vers le dessus. Les racines sont en regard du feuillage. Ce qu'il y a dessous la terre et on regarde ce qu'il y a au-dessus. Oui. Et elle est très jolie la page de garde du site du Comac d'ailleurs là-dessus. Oui. Et quand on étudie justement bien les fonctions des végétaux et des arbres, comment les échanges sol, atmosphère, comment il se passe autant de choses importantes en dessous qu'en dessus. C'est exactement le début de notre propos. Oui. Enfin, donc, l'un se passe dans l'obscurité par rapport à nous qui sommes sur la terre et qui voyons ce qui se détache à l'extérieur. Mais tous les échanges biochimiques qui se passent en dessous, ils sont aussi importants pour l'arbre que pour le sol qui l'entoure, parce que c'est... Ouais. Effectivement. Mais enfin, malgré tout, on est bien d'accord que c'est en hiver que le tronc réapparaît. Ben oui, puisque les feuilles tombent. Voilà. Enfin, du moins sur les arbres à feuilles caduques. Oui, non, mais laissons tomber les conifères. L'autre jour, j'étais à un colloque où je parlais des cycles et quelqu'un m'a dit oui, mais il y a les conifères. Je dis oui, mais enfin, si on travaille sur la réflexion, si on travaille sur les cycles, on ne peut pas les arbres à feuilles caduques les illustrent mieux le cycle. Oui, je crois quand même. C'est une illustration. Autrement, on n'a pas. Oui, voilà, c'est une bonne illustration. Et à ce moment-là, effectivement, l'hiver apparaît plus masculin, puisqu'il revient à l'essentiel, en quelque sorte, à la racine des choses. Et quand les choses se prolongent, quand les choses se développent, quand les choses s'habillent, on est dans une logique. Dans l'estival, on est dans l'été. Et donc, alors, si on a mis en rapport l'hiver et la nuit, et l'été et le jour, à ce moment-là, on a évidemment un rapport masculin, hiver, nuit, féminin, été, jour, par exemple. Bon. Alors maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet, mais justement j'essaie d'apporter un peu de clarté. Alors l'hiver, effectivement, la nuit, les gens sont plus. Alors il y a des paradoxes. Vous savez, le problème c'est que la lecture du réel est extrêmement ambiguë et ambivalente. Donc on peut toujours dire, alors par exemple. On peut toujours démontrer. Alors, par exemple, dans le cas de la résolution du sujet. Voilà. Alors, par exemple, la nuit, par exemple, la nuit,
nous communiquons moins que le jour. Nous parlons moins. Ah, forcément, Quand ça nous peut être dormons, un moment. Ah oui, si on parle, si on dort. Oui. Mais, bon, mais ça peut être un moment chouette. Justement, on n'a plus d'activité. Non, mais Il y a on- plein d'activités qu'on mais ne peut sans pas doute, mener mais- parce qu'il fait nuit, on discute. On parle. Oui. Mais enfin, il y a quand même, c'est quand même, alors effectivement, mais ça c'est la phase qu'on pourrait presque dire intermédiaire. C'est-à-dire quand on, Ah ben, quand le jour tombe et quand on n'est pas encore complètement, Voilà, c'est alors, toute effectivement, la il y a, phase de soir. voilà, il y a un moment, Ouais. moment de soir où effectivement, il y a cette espèce de situation un petit peu entre les deux qu'il faut cerner comme étant un entre-deux. Bon. Mais il n'empêche qu'au cœur même du sommeil, on n'est pas en train de discuter avec son copain. On est d'accord. Bon, d'accord, on est bien d'accord. Ah si, on parle de sommeil, oui. Alors dans ce cas, on a veille et sommeil. Oui, il non, faut mais pas c'est ça. confondre. C'est vrai qu'il y a une analogie entre veille et jour et sommeil et nuit. Oui, mais, un peu. toute la nature nous montre bien que le point de vue peut être inversé. Il y a des animaux nocturnes qui dorment le jour et parmi oui, les mais êtres d'accord. humains, il y a des Oui. gens plus diurnes et d'autres plus D'accord, mais nocturnes. enfin, globalement. Je veux dire, bon, chaque organisme oui, après a c'est ça, son propre. oui, d'accord. Voilà. Enfin, globalement. Il y a oui. l'objet Terre qui nous fait jour-nuit, il y a chaque individu, sujet, qui a son propre... Oui. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de délimiter Oui, l'objet oui, oui, et le oui. sujet. Oui. Alors, De quoi on parle effectivement, Et comment, effectivement, les relations entre les je dirais deux. que le silence est plus propre à la nuit qu'au jour. Certes. On va essayer de dire des choses à peu près de bon sens. Sens de common sense. Et le silence, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que les gens ne réfléchissent pas, ne pensent pas, ne rêvent pas, mais ça ne s'extériorise pas. C'est-à-dire que vous avez été par exemple 50 personnes qui dorment, Ah, mais elles ont chacune... oui, mais il ne faut pas confondre nuit et dormir quand même, parce que quand On on dort dort plutôt le effectivement, jour, on organise. on dort plutôt la nuit que le jour, jusqu'à présent. Oui, Même si mais moi j'ai tendance à dormir. c'est une généralité, Oui, mais il y a plein d'exceptions. Non, mais alors, oui, parce qu'on peut Parce dire aussi que- qu'il y a des hivers qui sont chauds et des Et étés voilà. qui sont froids, mais ça ne va pas nous avancer. Ça, Puis dans la discussion. nuit, elle est pas si... Je veux dire, si on est dans la nature, on a à peu près autant... Il y a du bruit la nuit et c'est pas les mêmes que le jour. Forcément, parce qu'il y a des Non, mais animaux soyez pas diurnes, sur la des défensive. animaux nocturnes. Je suis pas du tout sur la défensive. Non, parce qu'on a l'impression que vous J'essaie essayez de mettre des exceptions, des cas Ah non, c'est même pas des particuliers. exceptions. Non, j'essaie de montrer tous les cas de figure. en Oui, fait. d'accord, mais il Voilà. faut quand même qu'on avance un Ou petit alors, peu il dans faut la qu'on se mette... discussion. Bon. Ah bah, je sais pas, où c'est qu'on doit avancer. Eh ben, c'est-à-dire qu'on Où doit-on aller On doit aller, oui, on doit aller quelque part. c'est Ah, certain, bon. oui. Bon, alors, effectivement, par exemple, moi j'ai observé un phénomène assez étrange, je mets ça entre parenthèses, c'est que quand on se couche, il y a un moment de transition entre la station éveil et la station coucher. Et souvent, on conserve certaines pratiques de l'éveil alors qu'on est encore couché. Par exemple, on peut continuer à parler. Et puis à un moment donné, c'est d'ailleurs très mystérieux le sommeil. Quand ça nous prend. Comment tout d'un coup, On bascule. on bascule, ce basculement, on est en plein dans le phénomène des transitions. Même plus mystérieux que quand on se réveille la nuit. Ah, c'est pareil, Voilà. l'endormissement et le... Mais moi j'ai remarqué que quand je me réveillais, alors quand je me couche, je commence à parler tout haut, parce que je viens d'un espace où on communique oralement, où c'est la parole est commune et publique, et puis petit à petit, effectivement, on s'enfonce dans un sommeil qui est celui du silence, même s'il peut y avoir un vacarme au niveau onirique, peu importe. Et quand on se réveille, généralement, moi je me suis aperçu même quand on était réveillé, on commençait à réfléchir intérieurement. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas tout de suite, qu'on avait une pensée qui était silencieuse. J'appelle une pensée silencieuse, c'est-à-dire qu'on peut penser à des trucs qu'on a à faire, mais c'est pas verbalisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mots, c'est pas verbalisé. Donc c'est là aussi, c'est une transition dans le sens. Donc on descend dans le sommeil par la parole et on rentre dans l'éveil par une espèce de parole qui est encore introvertie et intérieure. Il y a pensée, parole, action, effectivement. Et donc quand on descend, on lâche l'action, on lâche la parole et on finit par lâcher la pensée. Et quand on remonte, d'abord la pensée, ensuite possiblement la parole et enfin l'action. Enfin, Donc, la parole, c'est à la limite...
Elle y est ou elle y est pas. Bon, C'est ça. Jacques, vous êtes un grand parleur et vous faites parler les gens, ça c'est extraordinaire, ça, oui, vous êtes un maître de la parole. Bon, je vous en demande pas de temps. Hein. Je ne suis pas payé pour tout dire ça. Je suis pas payé. Mais Claire, la parole, c'est effectivement, c'est vrai que j'aime bien cette notion d'introversion-extraversion pour parler de cette question-là. Mais c'est vrai que quelque part, l'introversion permet de mieux affirmer son individualité que l'extraversion, paradoxalement, où on est effectivement, d'abord on est obligé pour être dans l'extraversion, ne serait-ce que pour parler la langue des autres. Oui, je Hein, crois par que exemple, si moi, l'extraversion- comme un Chinois qui habite à Paris, il peut très bien penser en chinois. Mais s'il veut communiquer avec d'autres personnes, à moins d'être avec d'autres Chinois, il va devoir communiquer dans une autre. Il va prendre les codes. Les codes, c'est déjà du collectif. Là, par exemple, ici, par exemple, nous sommes dans une sorte. Là aussi, c'est intéressant parce que nous sommes à la fois dans le collectif, parce que nous utilisons le code français, tout en ayant notre propre individualité. Donc Et oui, on est dans le lequel dans le- chacun, les mots voilà, veulent c'est ça. dire quelque Donc là, on est chose, dans et l'intermédiaire on a entre de la peine à se- voilà, il y a un intermédiaire, on a quelque chose de l'ordre de l'intérieur qui est là, mais alors, si nous étions chacun de notre côté, on pourrait fonctionner dans le silence et dans la réflexion, mais si on doit communiquer, eh ben, on va converger quelque part, on va essayer de converger ou de trouver un accommodement, etc. Donc effectivement, l'individualité, elle est nocturne finalement. Elle est nocturne. C'est la Voilà. fonction où on C'est se ça. recentre sur soi-même. Sauf si, alors c'est là qu'il y a le grand truc, le grand problème, sauf que, effectivement, c'est cette fameuse histoire du yin-yang et du fait qu'il y a un peu de yin dans le yang, un peu de yang dans le yin, et justement, ce un peu de yang dans le yin, c'est encore une fois cet état intermédiaire. Donc, déjà, même dans le C'est taoïsme, le moment où les dans le yin et Tao, yang sont à égalité. quand on regarde le système Tao, il est à 4 facteurs. Parce qu'il y a les deux gros facteurs, le rouge et noir, blanc et le blanc. Normalement c'est rouge et noir, mais le rouge est remplacé par le blanc, et puis le petit point noir et le petit point blanc. Donc on est bien dans le 2 Les deux pôles, de toute façon, c'est deux pôles et le jeu des deux pôles entre eux. Alors le petit must, enfin la petite nouveauté, les Jules diraient le petit ridouche, c'est-à-dire que la petite avancée conceptuelle que je propose, c'est la suivante. C'est au moment où on sort du yang pour aller vers le yin, qu'est-ce qui se passe? Et quand on sort du yin pour aller vers le yang, qu'est-ce qui se passe? Non seulement au niveau individuel, mais surtout au niveau collectif. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de penser l'astrologie comme un mode d'organisation du fonctionnement de la société. À l'intérieur de ça, bien entendu, on a des rôles qui se répartissent. C'est-à-dire que l'approche sociologique me paraît très pertinente pour comprendre l'astrologie, pour poser les problèmes de l'astrologie, pour inscrire l'individu dans une structure valable, il faut déjà se situer dans le collectif. Même si ce collectif, on vient de le dire, implique qu'à certains moments, on rentre dans l'individuel. Parce que la nuit prévoit, la nuit qui est un phénomène collectif, prévoit que pendant la période de nuit, on se ressource au niveau individuel. Donc c'est prévu. Il y a un temps de ressourcement individuel. C'est dans l'ordre naturel de notre terre. Donc la nuit est plutôt de l'ordre de la psychologie, et le jour de la sociologie, si vous voulez. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que moi je m'intéresse, vous savez que moi je ne sais pas ce que c'est, mais enfin je m'intéresse beaucoup non seulement à l'histoire, mais à la science politique et au droit, parce que ça a été ma première formation. Alors, je voudrais savoir, voilà, le modèle que je vous propose est le suivant. Lorsqu'on sort du yang, qu'est-ce que ça veut dire la sortie du yang? C'est-à-dire que tous ces gens qui ont eu le temps, pendant la phase en question, de développer leur individualité. Certains Sur la scène commune avec les autres, devant les autres. Non, chacun en soi. Individuellement, en soi. Chacun s'est replié dans son système, D'accord. a fait un travail sur lui-même, Oui. et à un moment donné, Justement. il faut sortir de ça. Oui. C'est comme une sorte de papillon qui sortirait de fond. Voilà. Donc on serait dans une sorte de chrysalide pendant la phase yang. À un moment donné, tout ce qui était dans la chrysalide doit sortir, et alors là, il y a du dégât. Pourquoi il y a du dégât? Parce que toutes ces valeurs yang, évidemment, ne vont pas pouvoir s'affirmer. Elles vont se frotter à celles des autres. Oui, elles vont se Ça va frotter. faire Voilà. des Et puis, de toute façon, il y en a beaucoup trop. qu'on allume Alors, le là, on feu. retombe d'ailleurs on retrouve toute proportion d'années dans la question du spermatozoïde et de l'ovule.
C'est-à-dire qu'il y a tout l'espace serait similaire à toutes ces valeurs yang individuelles qui se manifestent, qui se sont constituées, et finalement, comme on dit, il y a peu d'appelés et peu d'élus, et même parfois il peut y en avoir qu'un seul parmi tous qui va subsister. Donc effectivement, vous voulez quelque chose? Non, vous n'avez pas terminé? Oula, non, je sais. Siroter un petit peu là. Devant la caméra. Bah non, alors en plus vous dites que maintenant tout le monde va savoir. Je fais exprès. Ah bon, d'accord. Bah, c'est comme Daniel Giraud là que j'ai interviewé hier, qui est quelqu'un qui boit un peu trop. Ah non, c'est pas mon cas, ça. C'est très Si vous le connaissez. Mais donc, passons. Un petit clin d'œil à notre ami Giraud, que j'ai interviewé longuement. Et donc, effectivement, Ah si, j'en connais un, Jean-Luc Giraud. donc Daniel Giraud, c'est celui qui a écrit Métaphysique de l'astrologie, et qui, que j'ai, un ouvrage que j'ai, et puis qui est plusieurs ouvrages sur l'enseignement de l'astrologie chez Derville, etc. N'importe. Alors, il est retiré depuis des années dans l'Ariège. C'est le seul Giraud. Bon, alors donc, ce moment clé où nous sortons de la chrysalide, tous ces gens, alors comme on disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont doués pour ça, et des gens qui ne sont pas doués pour ça. Ah, pour la transition. Voilà, c'est ça, il y a des gens qui ne... Non, je veux dire, il y a des gens qui n'ont... dont la période où ils ont eu l'occasion de se structurer, s'élaborer, n'a pas donné grand-chose. Donc on ne va pas pouvoir être très compétitif dans cette fameuse lutte. C'est comme l'arbre, hein, plus les racines sont profondes, Voilà. plus le feuillage est développé. Si on n'a pas, plus on plonge, plus on se ressource profondément, plus on peut développer quelque chose. Donc apparemment, il y en a qui... productif. Et à ce moment-là, ceux qui sortent les mieux armés, ceux qui ont fait un travail le plus solide pendant cette période-là, vont pouvoir se défendre mieux quand il y aura une rivalité pour gagner le yin, c'est-à-dire en l'occurrence pour gagner le public. Vous nous voyez tous comme des spermatozoïdes qui veulent... Oui, sauf que là, le public, c'est par exemple celui qui a une part, le leader, le créateur, l'organisateur qui essaie d'avoir un public qui va le suivre, qui va Ça c'est notre fonction solaire à chacun, elle va se jouer... Alors, il y a une expression qui est un petit peu galvaudée, c'est l'expression nazie. Vous connaissez l'expression nazie? Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Quelle horreur. Vous connaissez pas la nom? Oui, mais j'ai compris, oui, si, je connais cette... C'est-à-dire que le folk c'est le yin, et le Führer c'est le yang. Oui. C'est le chef. Oui, et ben c'est RET, hein, folk. Vous traduisez, mais moi je ne connais pas la langue. Mais je traduis en RET. Vous traduisez pour les gens qui folk c'est le T et Führer c'est le R. D'accord, merci de traduire. Vous savez, c'est que le langage des signes, il y en a qui c'est une... Oui, mais d'accord. En fait, donc effectivement... Et attendez, c'était quoi le... Alors il y a trois facteurs. Mais le troisième c'est Reich. Reich quelque part c'est l'empire, enfin, c'est-à-dire que c'est l'espace où les choses vont se passer. Oui, là. Il y a l'espace où ça se passe, il y a le peuple qui est là, et puis il y a celui qui va unifier le peuple autour de lui. Après, ça dépend comment on voit les différentes choses. On peut dire aussi Reich, c'est... Oui, mais moi je ne vais pas aller trop loin. Vous pouvez compléter. Si le ça vous peuple, inspire. c'est l'existant, en fait. Hein, le peuple, c'est l'existant. Voilà. Et le Führer, c'est la tête. Si vous voulez. Le mot Führer, d'ailleurs, qui en français veut dire le guide, tout simplement. Oui. D'ailleurs, la guide de voyage, ça s'appelle aussi un Führer. Ça Pour désamorcer un peu, pour désamorcer le mot, je veux dire que c'est un mot qu'ils emploient encore aujourd'hui, mais dans un sens tout à fait banal. Un guide, oui. Voilà, un Führer de voyage, guide de voyage. Uranien, Montrez-moi votre Führer, c'est plus compliqué. Montrez-moi votre... Führen, le mot Führen en allemand, ça veut dire simplement guider. D'accord.